It's been a long time. Je suis surexcitée à l'idée de t'enregistrer cet épisode de podcast parce que je dois bien avouer que ça fait au moins 6 mois. Au moins 6 mois que je n'ai pas enregistré un seul épisode. Alors évidemment, il s'est passé plein de choses en coulisses, mais ça n'était pas ma priorité de l'enregistrer et donc je suis surexcitée à l'idée de revenir et je dois bien t'avouer d'ailleurs que ce n'était même pas prévu. C'est en y réfléchissant hier, dans une journée où j'ai beaucoup réfléchi, guess what, comme à peu près tous les jours, et je me suis dit, mais en fait, je vais en faire un épisode. Je vais en faire un épisode parce que à force d'en discuter en off avec des clientes, avec des consoeurs, je me suis dit, ça vaut un épisode. Donc on va s'arrêter, on va allumer sa caméra, reprendre son micro, et puis on va se lancer. Donc nous voilà aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. C'est un épisode de podcast, ma foi, vois-le comme un énième épisode de vulnérabilité. Parce que je te lance tout de suite, je n'ai pas du tout de réponse à ce que je vais t'exposer. Je vis une situation dans laquelle je me sens engluée, où je me pose beaucoup de questions et j'ai envie aussi de, le faire pour toi, mais aussi pour moi, de le verbaliser à voix haute. Je pense que ça peut m'aider. Donc je me suis fait une liste de bullet points à ne pas oublier. Mais sache une chose, c'est que je vais probablement ouvrir plein de tiroirs parce qu'ils vont me faire penser à d'autres choses que je n'avais pas imaginées au début de cet épisode. Et puis peut-être que je ne vais pas en fermer certains. Mais c'est important pour moi vraiment de t'en parler librement de ces espaces-là de vulnérabilité sans attendre que j'ai la réponse d'eux et puis te le faire a posteriori quand c'est bien cicatrisé parce que je veux vraiment que tu saisisses en ce moment mes ressentis, que moi je puisse aussi documenter ce qui se passe pour moi et que je regarde ça dans quelques mois en me disant oh waouh, t'en as fait du chemin aujourd'hui. Donc c'est important vraiment parce qu'on est plusieurs à vivre des questionnements quand on entreprend, des questionnements qui sont bien plus d'ordre identitaire que d'ordre business. D'ailleurs, ce matin encore, une cliente, Julia, si tu passes par là, cœur, une cliente du Club Évidence que j'ai lancé il y a 2 mois, donc une communauté en ligne pour toutes les entrepreneurs qui veulent justement venir se déposer, trouver du soutien et être une queen, mais parfois aussi déposer le masque, ça fait du bien, qui partageait dans un vocal à quel point elle était tiraillée entre son cœur et sa peur à l'idée de faire une conférence spectacle. Ça, c'était son cœur et puis sa peur de finalement abandonner le business qui aujourd'hui la rémunère. Je sais qu'on est beaucoup à vivre ça, donc c'est important pour moi de créer cet espace-là d'échange et surtout aussi avec cet épisode de te montrer que je passe aussi par les mêmes phases que toi et en fait on est bien plus nombreuses que ce qu'on ne croit. Donc venez, en fait on en discute. Et la deuxième chose, c'est parce que j'ai accepté aussi que ces phases de doute, qui sont quand même très 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 récurrentes chez ma personne, eh bien, elles font partie de qui je suis et elles ne disent en rien ma valeur. Longtemps, j'ai lutté pour avoir cette forme de certitude dans la direction que je prenais, en me disant ben voilà, c'est bon, t'as assez pivoté, maintenant tu devrais être plutôt au clair. Bah oui mais non en fait. Et celles et ceux qui penseront à la suite de cet épisode que je suis peut-être éparpillée, que je suis instable aussi, ou que je manque d'ailleurs de crédibilité professionnelle, eh bien, qu'ils le pensent. Je dois bien avouer que j'ai fait un gros travail sur ma sécurité intérieure et mon amour aussi propre. Et donc, je suis persuadée que ça en dit davantage sur leur rapport à eux dans leur insécurités respectives plutôt que la mienne, et j'ai tellement travaillé qu'aujourd'hui je peux te proposer un épisode où je me livre, comme je l'ai déjà fait d'ailleurs à différentes reprises, mais où je me livre sans avoir la crainte de ce qu'on peut penser en fait. Ce qu'on peut penser appartient à ceux qui le pensent et ça ne m'appartient pas justement. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode. Alors, à la base des bases, je voulais te faire un épisode sur mon blocage créatif. Ça fait environ 2 mois que je suis complètement à la ramasse d'un point de vue communication. Clairement, je suis la première à prôner justement le fait de communiquer et à quel point se rendre visible vient servir son activité évidemment, mais aussi vient transcender
le fait justement de accepter d'avoir des regards sur soi. Et ben là, comment te dire que ça fait 2 mois où ce principe c'est pas qu'il n'est plus important, c'est vraiment que j'ai décidé de pas le prioriser. Alors retour en arrière de façon très succincte. Globalement, depuis 6 mois, il y a eu plusieurs choses dans ma vie perso et professionnelle. J'ai commencé par le perso, nous avons la chance d'attendre notre 2e enfant et je sais pas si les hormones de grossesse ont un rapport avec tout ce que je vais te raconter là, mais peut-être que ça vient en rajouter une couche. Donc gros bouleversement émotionnel et puis moi, dans aussi mon identité, il s'est passé beaucoup de choses. Alors je sais pas si c'est un sujet qui peut t'intéresser, mais dans lequel je m'attendais pas du tout. J'ai pas du tout vécu ma 2e grossesse comme j'ai vécu ma première, et où je me suis vraiment sentie face à mon propre miroir identitaire, à aussi des questions transgénérationnelles, etc. Donc c'était bien intense d'un point de vue perso, avec en plus une grossesse à risque, donc un suivi médical très rapproché. Et d'un point de vue professionnel, eh bien, j'ai run finalement toute la saison 2 de l'expérience Évidence, qui est mon offre signature, qui est l'expérience que je fais vivre à un petit groupe de femmes que je sélectionne avec des sessions individuelles, des sessions collectives, une rencontre physique qui vient clôturer, un shooting pro, etc. Bref, ça m'a pris aussi évidemment du temps, mes mentorats privés également, et j'ai lancé une nouvelle offre qui est Évidence le Club, dont je te parlais tout à l'heure en te parlant de Julia, qui est vraiment cette idée de créer une plus large communauté, donc un plus grand groupe de femmes dans lesquelles on vient créer cet espace où on peut échanger, où on peut déposer les masques, où on peut pour une fois accepter de ne pas être la locomotive et d'être un wagon et de se laisser porter, et pour autant avec la même exigence que celle qu'on apporte à nos propres clients. Et franchement, ça me porte. Donc, tu vois, tout ça, bon an, mal an, c'était moi ma priorité, ma communication. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est que je me reconnaissais plus vraiment dans la communication que je pratiquais. Donc, il y avait une charge de travail et une charge émotionnelle importante, plus aussi un manque d'identification à ce que j'avais pu produire jusqu'à maintenant et de direction claire sur ce que je voulais produire pour la suite. Donc à la base, c'était ça dont j'avais envie de te parler. Et en fait, quand j'y réfléchis, je crois que c'est plus global qu'un simple blocage créatif d'un point de vue communication. Il s'agit davantage, à mon sens, d'une évolution identitaire, oui, encore une. Mais je vais vraiment essayer de te détailler le processus de pensée que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, et pour que tu comprennes en fait le cheminement qui m'a amené à cette conclusion-là, et puis surtout aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de tout ça. Alors, premier point, c'est au-delà de tout ce que je t'ai raconté, c'est que, en fait, je suis plutôt quelqu'un qui consomme régulièrement du contenu, qui peut être vraiment... Les contenus peuvent venir de différents horizons, de différentes personnes, de différents continents. Je suis plutôt à la recherche de pluralité dans ce que je consomme. Je vais chercher d'ailleurs parfois des gens avec des angles assez tranchés pour moi-même muscler mon esprit critique. C'est un exercice que j'adore et que j'aime beaucoup transmettre d'ailleurs à mes clientes. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je prenais plus de plaisir à consommer le contenu que je consommais avant. Pour plein de raisons, l'une d'elles, bon, je vais pas te l'apprendre, c'est que évidemment beaucoup de contenus transpirent l'intelligence artificielle. Et je ne te parle pas de ces contenus qui sont écrits avec des dizaines d'émojis et avec des phrases avec des tirets où on reconnaît à milieu que c'est de l'IA. Je te parle même plus de ça parce que ça, je les ai enlevés complètement de ma consommation. Je te parle même des gens que j'avais l'habitude de lire où je sentais une forme de profondeur dans leur partage, et où là, je sens que c'est comme si leur communication perdait en incarnation, en âme en fait. Et ça m'a chagrinée. Ça m'a chagrinée, et je me suis dit... je crois que finalement, je n'aime plus lire les mêmes personnes. Et c'est pas tant les personnes, plus que la manière dont elles ont utilisé cet outil pour finalement continuer d'écrire et de produire. Et, associé à ça, de façon plus globale, une saturation du contenu business. Parce que même si finalement, je venais à lire des posts, des contenus, des newsletters, écouter des podcasts, même des livres d'ailleurs que je n'ai encore pas fini, sur un angle business, je me suis rendu compte qu'en fait, je sais pas, j'étais dans une forme de saturation, que j'avais accumulé comme énormément de notions, de choses, et
Et la conclusion, c'était toujours un peu la même, surtout en phase promotionnelle de personnes que je suivais. Et attention, j'ai fait partie de ces personnes-là, hein, il n'y a aucune hiérarchie de valeur dans ce que je dis là. Bah que on nous met en avant sous le pif tout ce qu'on n'a pas en fait, tout ce dont on manque encore. Et ça vient renforcer à force, en fait, parce qu'évidemment, d'un point de vue marketing, quand on vend quelque chose, on met en avant la majorité du temps les points de douleur, c'est comme ça qu'on nous l'apprend. C'est comme ça aussi que la personne prend conscience de son problème et qu'elle est plus apte derrière à convertir et donc à acheter une solution, en l'occurrence celle qu'on propose. Bon, déjà, ce fonctionnement marketing ne m'a jamais trop parlé. En revanche, je comprends intellectuellement le principe. Sauf que là, c'est comme si j'étais dans une forme de overwhelm, genre vraiment je peux plus. Je peux plus. Oui, évidemment, on manque de plein de choses. Et j'étais la première à dire l'importance de se faire accompagner, à quel point ça te fait justement gagner du temps sur ton processus entrepreneurial. Et je suis celle qui a investi des dizaines de milliers d'euros dans des formations, dans des accompagnements, dans des choses parfois qu'elle n'a même pas ouvertes. Je suis aussi de celles qui l'ont fait. Et c'est comme si j'avais pris de la hauteur alors qu'en réalité je suis encore dedans, mais je sais pas, j'ai comme une sorte de distance qui s'est apposée où je me suis dit, mais est-ce que je veux continuer de contribuer à ça ? Parce que oui, effectivement, peut-être que j'ai encore ma stratégie d'acquisition à optimiser. Peut-être que j'ai encore ma présence sur LinkedIn à optimiser. Mais est-ce que je veux en fait continuer d'être dans l'optimisation constante ? Dans cette quête améliorative de gagner du temps là, de gagner plus d'argent ici, de accompagner plus de personnes à cet endroit-là. Et puis, c'était aussi prononcé par les messages de prospection que je recevais. Je me souviens d'un message sur LinkedIn que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2-3 semaines, d'une personne avec qui j'avais échangé, mais vraiment de façon personnelle, par message privé. Et ça faisait des mois donc ça en était resté là, mais ça faisait des mois qu'on n'avait pas échangé et qui me renvoie un message copier-coller, genre pas du tout personnalisé, pour me dire que là, elle lance une masterclass sur comment l'IA peut te faire optimiser 2 heures de ton temps par jour et te faire gagner X euros par mois. Et c'est comme si, tu vois, ce simple message matérialisait ma saturation actuelle. Est-ce que j'ai envie, véritablement, d'optimiser à ce point mon temps, d'optimiser à ce point mes relations, et que finalement tout soit une sorte de gain de temps? Je crois pas. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que on est inondé de contenu à l'idée justement de passer le step du dessus, de gagner plus de temps, de gagner plus d'argent, de gagner plus de personnes qui te suivent. Et donc en fait, finalement, tu te laisses porter par le truc, tu te poses pas trop de questions, et quand je vois, là c'est l'exemple de l'IA, mais en réalité on peut imaginer plein d'autres sujets d'optimisation, je suis pas sûre d'avoir envie d'optimiser les choses. Je crois que la démarche humaine derrière tout ça m'importe davantage. Et donc, le prix à payer de ça, c'est que j'accepte qu'effectivement, en termes de scaling, ça ne réponde pas à des choses qui vont me permettre de gagner énormément d'argent, vont me permettre de travailler très peu de temps, et en même temps, est-ce ce dont j'ai envie ? Parce qu'à force d'être confrontée à la notion de réussite chez les autres, à cette réussite projetée et non induite, finalement, on vient par mimétisme s'imaginer que c'est la nôtre. Franchement, je suis pas sûre que ce soit la mienne. Mais donc, finalement, comment garder cette ambition sans tomber dans cette quête de performance optimisée tout le temps. Et je me faisais la réflexion ce matin là sur la route de me dire, mais est-ce qu'il y a un espace dans lequel on va pas chercher la performance, on va pas chercher à optimiser, on vient juste chercher à être là, présent, dans l'instant en fait. Je crois que j'ai donné sur ce côté d'avoir des bénéfices mesurables, un ROI prometteur. Et ça m'excite plus du tout. Autant ça m'excite plus de promettre ce genre de choses, autant ça ne m'excite plus non plus d'acheter ce genre de choses. Alors que une présence, mais vraiment, tu sais, la qualité de quelqu'un qui est vraiment là avec toi. Pas qui allume sa caméra, qui fait son coaching business, et puis
qui raccroche, qui est là, avec laquelle tu peux venir parler et te déposer et ressentir l'empathie dans les retours qu'elle va te faire, la sincérité de l'écoute qu'elle va te proposer, ça m'excite. Ça m'excite parce que je crois que c'est le propre de l'humain finalement. Et ce qui m'excite le plus, c'est pas tant notre casquette business. Je suis en train de l'accepter là. C'est vraiment davantage nos qualités humaines derrière. Mais quand je le dis, je me sens que ça vient shrink à l'intérieur de moi de c'est boring as fuck, tu vois, Mais non, en fait, je crois que vraiment la profondeur de l'âme des personnes avec lesquelles je m'entoure, peu importe, cliente, consoeur, concurrente, mentor, peu importe, c'est ça qui me touche. C'est ça qui me donne envie de chialer autant que rire. C'est ça qui me fait me dire, putain, Charline, t'es à la bonne place. Que j'y contribue, que je bénéficie de cette écoute, peu importe. Et en fait, à quel moment on a minimisé la puissance de ces espaces-là, la puissance de ce lieu, de cet espace-temps où on dépose les masques. Allez, rien que pour une fois. Pour une fois, on se parle à cœur ouvert. Pour une fois, on n'essaye pas de prouver qui on est. C'est ça qui m'excite. C'est ça où vraiment je sens à la fois dans ce que je peux apporter, que je peux permettre à d'autres personnes de le faire, mais aussi moi d'y bénéficier. Ça, c'est le premier point et je me rends compte, tu vois, en le verbalisant à voix haute avec toi que, bon, il est assez digéré ce point-là, mais tout ça, ça date pas de moi, ça fait déjà un petit temps que ça court dans mon esprit, que les retours de mes clientes vont dans ce sens, que quand je termine un mentorat privé, l'expérience évidence, quelle que soit la saison, c'est pas tant l'apport business qu'on met en avant. C'est putain, Charlène, en fait, je me suis sentie vraiment considérée. Et je sens que là, notre accompagnement s'arrête, mais qu'en fait, notre relation perdure. Oh, waouh! Là, j'ai réussi. Là, je me dis, ok, mission accomplie. Bien plus que, regarde, j'ai eu tel bot move en marketing, dans ma communication, et ça m'a apporté telle opportunité. Ok, c'est concret, et effectivement, c'est ce qu'il faut aussi pour développer ton activité, mais c'est comme si, à l'intérieur, tu vois, tu sens ce genre de choses. Ça ne résonne pas du tout de la même manière. Ça ne résonne pas du tout de la même manière, et je crois que j'ai mis du temps à, 1, le comprendre, 2, l'accepter, et 3, le digérer. Et c'est pour ça que là, ces derniers mois, c'était tellement fort intense entre tout ce que je t'ai déjà dit que ma communication, c'était en fait de quoi je parle. J'avais à la fois plein de choses à dire et en même temps, c'était comme tellement plus vraiment aligné avec ce dont je pouvais parler. Alors j'ai évidemment toujours eu cette profondeur dans mes partages et je n'ai jamais promis la lune dans mes offres et eu un marketing pushy. Ça n'a jamais fait partie de moi, ok. Mais je crois que j'avais envie de quelque chose de plus artistique, de encore peut-être même plus philosophique, de plus existentiel, quelque chose qui finalement, marketingment parlant, soit pas tellement vendeur, quoi. En tout cas, vendeur au sens où qui respecte certains codes. Et ça, personne ne m'y oblige. Enfin, je veux dire, je suis la seule à me limiter avec ça, mais j'ai compris aussi que quand je suis dans une phase de compréhension de ce que je vis, dans mes ressentis, j'arrive pas à faire semblant. Je suis ce genre de personne, et probablement que si tu m'écoutes, tu l'es aussi, de tout ou rien. Et donc, parfois, je préfère me retirer quand je sens qu'à l'intérieur de moi, si je venais à communiquer comme avant, juste pour être présente, parce que j'ai cette crainte qu'on m'oublie, parce que c'est la manière dont les algorithmes nous mettent en avant, parce que c'est les injonctions dans lesquelles nous sommes baignés d'un point de vue business, j'y parviens pas. Je vais essayer, je vais en faire quelques-uns, mais tu sais, c'est toujours cette sensation presque viscérale de te dire mais là, tu fais les choses pourquoi en fait ? Pourquoi tu fais les choses ? Et là, je n'avais plus envie de me poser la question, quitte effectivement
à disparaître dans le silence pendant 2 mois, c'était aussi le temps qu'il me fallait pour digérer ce que je vivais, pour comprendre, pour mettre des mots, pour aussi accepter de ne pas avoir encore toutes les réponses. Et ce processus n'est d'ailleurs pas terminé, mais je me sentais là aujourd'hui de t'en parler. Et je crois que j'ai accepté vraiment qu'on ne peut pas être dans une phase d'ingestion, puis de digestion et en même temps de création. En tout cas, de le faire de façon intentionnelle. On peut le faire en étant dans une forme de présence, d'enveloppe présente, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire de présence sans âme. Ça, c'est possible, bien sûr. Mais c'était pas ce dont j'avais envie. Et quand je suis présente, j'ai envie de l'être vraiment. Finalement, en fait, d'avoir ce même niveau de présence, que ce soit avec mes clientes ou que ce soit dans ma communication en règle générale, d'être dans cette forme de sincérité radicale avec les autres, bien sûr, mais surtout avec moi-même. Parce que c'est aussi comme ça que finalement notre estime de soi augmente. C'est quand on respecte là ce qui se joue à l'intérieur de soi. Et plus, et je le vois bien en parlant justement off, en coulisses, avec des consoeurs, avec des clientes, plus justement on se donne un rôle, on se donne une forme de représentation, de posture, plus il y a une sorte d'écart entre celle qu'on montre et ce qu'on ressent au moment T. Et c'est ça qui vient abîmer notre estime de soi. Parce qu'on ne se fait pas assez confiance, on s'aime probablement pas assez pour assumer les choses et dire bah ouais, là en ce moment je suis perdue. Est-ce que ça vient dire quelque chose pour autant de ma valeur ? Non. Encore faut-il soit en être convaincu. Donc voilà, le point c'était vraiment de ne pas mélanger les processus dans lesquels tu vas et d'accepter que certains de ces processus t'empêchent là d'avoir la clarté nécessaire pour communiquer. Et donc finalement, la question de c'est un blocage créatif dans ma communication, c'est au fur et à mesure de mes réflexions transformée en une sorte de question beaucoup plus globale. Pareil, j'en ai aussi parlé avec une ancienne cliente, Katia, je t'embrasse si tu passes par là, qui n'est pas tant qu'est-ce que je veux transmettre dans ma communication, qu'est-ce que je veux que les autres perçoivent, plus que à quoi je veux contribuer dans ma vie. Bah oui, parce que finalement, ma com et mon business ne sont qu'un fragment de ma vision globale de ma vie. Et c'est là-dessus où je sens que j'ai des réponses, mais qu'il y a de la résistance. Et c'est en ça que c'est plutôt une évolution identitaire qu'un blocage créatif de communication. Il y a des résistances parce que, comme je te le disais tout à l'heure, et puis en fait, plus j'avance et plus, tu sais, c'est comme quand tu luttes contre quelque chose qui t'appartient, tant que tu ne lui donneras pas de place, ça va revenir. Comme tu vois, un ex qui a encore quelque chose à te dire, ça va revenir, ça va revenir. De plus en plus de façon lancinante, ce sera toujours là, jusqu'à temps que tu lui ouvres la porte et que tu dises « Ok, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Ben, ça, chez moi, ça se matérialise de 2 manières. La première, c'est la part artistique qui est en moi. En fait, depuis toujours, j'ai eu une part artistique dont je me suis jamais cachée. J'ai fait beaucoup de dessins, je pratique encore de temps en temps du dessin, de la peinture aussi. Et j'aime aussi beaucoup le mouvement avec le corps, donc j'ai fait beaucoup de sport, de danse. Et j'ai une autre partie qui est l'amour des mots. En 5e, on avait eu un atelier slam, je m'en souviens, comme c'était hier. Et cet atelier, il m'a vraiment planté une graine qui n'est jamais partie, qui est à quel point les mots peuvent apporter de la musicalité et apaiser les âmes. Et d'ailleurs, ça a été à travers les mots que j'ai apaisé la mienne lorsque dans ma vie j'ai vécu des situations compliquées. Ça a toujours été en écrivant que je me suis moi-même apaisée, rassurée. Donc ça ne m'a jamais quittée. J'ai d'ailleurs, pour la petite anecdote, plus tard après été voir Oxmo Puccino en concert. Et pareil, ça reste un souvenir magnifique. Alors, j'allais aussi voir du Jennifer et du Laurie, je te rassure, mais j'avais aussi une part de moi qui aimait en fait ce qui ne se dansait pas toujours, mais par contre ce qui se ressentait beaucoup. Donc ça m'a jamais quittée. Et bon, ça revient en petites touches. Si tu l'as vu dans ma conférence, je me suis autorisée, je fais exprès d'utiliser ce mot, une partie slam à la fin. Je sens que ça m'appelle de plus en plus de façon générale, même d'ailleurs dans mes épisodes de podcast. Quand tu regardes les premiers épisodes, je clôture chaque épisode de podcast avec un poème, une sorte de slam. Donc ça m'appelle, c'est là.
Et comme le contenu business, là, je suis en saturation et que finalement, mes feeds sur les réseaux sociaux ne ressemblent plus du tout à un feed d'entrepreneur, puisque je passe mon temps à dire à l'algorithme, ce contenu ne m'intéresse pas, ce contenu ne m'intéresse pas, eh bien, il ressemble davantage à un contenu, je dirais, c'est un mélange entre un contenu artistique avec des artistes plus ou moins connus, mais qui ont une vraie plume, où on sent que c'est habité, avec un contenu peut-être d'ordre plutôt philosophique, avec des penseurs, des personnes très expérimentées qui viennent partager un bout de leur vie, sans qu'il y ait nécessairement de résultats, de achievement, ils sont pas en train de montrer tout ce qu'ils ont accompli, mais vraiment plus d'être dans leur vulnérabilité aussi la plus sincère. Et c'est ça, en fait, vraiment c'est ça qui me touche. Et c'est souvent d'ailleurs sous forme de podcast, ces contenus-là, mais ça peut être sous d'autres formes, des newsletters aussi, où pareil, j'ai fait un gros tri dans mes newsletters, j'étais abonnée à plein de newsletters business, et je me rends compte que je les lis pas, et que au-delà de ne pas les lire, c'est que même quand j'ai le temps de les lire, je ne prends aucun plaisir à les lire. Par contre, j'ai découvert d'autres newsletters un peu plus épicuriennes sur le plaisir de la vie, de la sexualité, de la nourriture, des voyages, et où je me dis... C'est comme si je retrouvais de l'oxygène à l'idée d'être considérée en tant qu'humaine et plus uniquement en tant qu'entrepreneur, même si évidemment c'est une partie de mon identité et c'est d'ailleurs, d'un point de vue professionnel, cette étiquette-là qui me correspond le plus, ça c'est évident. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de plus artistique, que j'ai encore du mal à pleinement assumer dans ma création. Je le fais vraiment par petites touches, alors que ça appelle et c'est comme vraiment un besoin urgent. Et la deuxième chose, c'est la place de l'amour. C'est la place de l'amour, j'écrivais dans ma bio Instagram, donc comme quoi j'ai déjà commencé des petits moves, mais je disais, je pense trop, j'écris un peu et j'aime beaucoup. Je crois que c'est vraiment ce qui me définit et je l'apprends en accompagnant, c'est-à-dire à aucun moment je me serais définie de cette manière-là il y a encore 2 ans en arrière. Et là, je viens de clôturer donc l'expérience évidence saison 2. Et il y a une des participantes qui a pris la parole à la fin et qui, je te le résume évidemment, mais qui disait quelque chose qui m'a profondément touchée, qui m'a mis les larmes, les poils, tout ce que tu veux, qui a dit finalement, Charlène, tu nous aimes et en nous aimant, tu nous fais nous aimer nous. Oh, ça m'a retourné le cerveau. Je me suis dit en fait, attends, tu es en train finalement de donner tellement d'amour à ces femmes, mais sincèrement, sans te forcer, que elles finissent elles-mêmes par s'aimer. Parce que tu leur fais leur rendre compte de leur valeur. Et donc après, bien sûr, d'un point de vue business, plus tu te sens en sécurité avec toi-même, en amour avec qui tu es, plus tu es à l'aise avec tes ombres comme avec tes lumières, évidemment, plus ensuite à l'idée de te montrer, de développer ton activité, moins en général ça pose de problème. Mais la base du sujet, c'est que je crois que j'aime profondément les gens. Alors beaucoup me pensent naïve, parfois même crédule, parfois trop empathique et hypersensible. Probablement qu'il y a de tout ça. Mais je crois définitivement dans la bonté humaine. Alors, bien sûr, je dis ça et tout en étant une grande fan de true crime et de documentaires de criminels. Mais vraiment, en fait, je crois que j'ai une sorte de sagesse à l'idée d'aimer l'autre qui dépasse tout statut social, toute quête business, tout jugement. Et ça fait peur, même moi de l'accepter, de me dire, ah ouais, parce que je me rends pas compte. C'est à force qu'on me dise, oh, t'es tellement généreuse, etc., que je me dis, oh, ok. Donc ça veut dire que c'est pas le cas de tout le monde. Et puis après, je me dis, arrête de te mentir. Tu vois bien dans les accompagnements que t'as suivis, pas tous évidemment, mais dans certains d'entre eux, que t'as pas du tout reçu ce que tu donnes toi. Et je parle pas du fond, je parle vraiment plus de la connexion que tu offres à la personne que tu accompagnes, la proximité, le degré de... Et attention, proximité ne veut pas dire disponibilité, mais vraiment de connexion émotionnelle, il n'y a pas d'autre mot. Donc je le sais, en fait, au fond. Je crois que j'essaie juste de me convaincre que c'est quelque chose de normal et que en aucun cas, ça peut être valorisé d'un point de vue business, d'un point de vue marketing. Et c'est un peu là-dedans où je me situe aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai ces deux parts de moi, donc le côté plus artistique et l'amour que je transmets et qui vient se diffuser en chacune de ces personnes et qui vient alimenter le propre amour qui
vraiment fini de me convaincre que c'est, à mon sens, le plus grand levier de croissance personnelle comme professionnelle. Mais c'est qu'est-ce que je fais de tout ça ? Qu'est-ce que je fais de tout ça ? Parce que ça c'est mon cœur, mais ma raison, elle m'envoie ailleurs. Ma raison, elle me dit, mais Charlène, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau d'imaginer ta vie de saltimbanque à l'idée d'aimer les autres et de faire des poèmes. Mais la réalité de ton business, c'est quoi ? Mais la réalité de ta vie, c'est quoi ? C'est que là, t'attends ton deuxième enfant, c'est que t'as une maison, c'est que t'as une famille, c'est que tu ne peux pas te permettre de vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est que t'as de l'ambition aussi. Et je crois que... Je sais que tout ça est compatible, mais il y a une part de moi que ça vient encore beaucoup challenger, une part de moi peut-être beaucoup plus rigoureuse, structurée, organisée, qui vient se confronter à l'autre part de moi, beaucoup plus rêveuse, artistique, connectée, spirituelle, je dirais même. Et pour l'instant, j'ai du mal à trouver en fait un moyen de les faire communiquer ensemble parce que j'ai souvent donné plus de place à l'une qu'à l'autre. Alors, j'en fais de plus en plus et je vois bien. Je continue à faire comme si la part artistique, rêveuse, amoureuse était minoritaire, mais moins je lui laisse de la place, plus elle vient toquer, tu peux être certaine. Et puis il y a plein de synchronicités qui m'amènent dans ce chemin-là. Mais je me dis, mais en fait, comment je traduis ça dans mon business, dans ma com, dans ce que j'incarne ? C'est-à-dire qu'à tout moment, j'ouvre un nouveau compte sur Instagram dans lequel je parle de la vie. Enfin, je rêverais d'ailleurs que ce podcast-là que tu es en train d'écouter, je puisse lui donner une dimension où j'invite des femmes à parler de tout sauf de business, mais à parler d'identité, de transformation, de ressenti, d'émotion, de vie. J'en rêverais. Et il ne tient qu'à moi de faire de ce rêve d'ailleurs une réalité. Je partageais un autre rêve que je poursuis qui est le fait parce que donc là récemment j'ai fait une rencontre en présentiel avec certaines de mes clientes et la puissance du présentiel, tu sais, le contact de la peau, d'un regard qui n'a pas besoin de parler mais qui dit beaucoup, d'un sourire, de prendre quelqu'un dans ses bras et pourtant pour celles qui me connaissent, je ne suis pas tactile pour un sou, mais où tu sens que la personne elle est là et ce câlin ça lui apporte tout l'amour dont elle avait besoin et d'avoir ces échanges où ouais, on rit, on pleure, on danse, on est dans le silence, où chacune a la place d'exprimer sa propre individualité et celle qui veut partir, faire une pause, elle peut, sans être jugée, sans être dans le papa, mais pourquoi, mais tu penses pas qu'elle devrait, mais juste, on est là dans l'instant et on vient être qui on est au fond, mais publiquement. On ne le réserve plus à la personne à laquelle on vit, si tant est d'ailleurs qu'on est suffisamment à l'aise. On ne le réserve plus à son miroir le matin. On s'autorise à l'être avec d'autres femmes qui s'autorisent aussi. J'ai vécu 2 fois cette expérience-là en tant que spectatrice plus qu'actrice parce que c'était moi qui offrais ces espaces et je me suis dit en fait j'ai envie de faire plus grand. Donc un de mes autres rêves c'est que l'année prochaine je crée une rencontre physique avec toutes mes clientes anciennes, actuelles, toutes offres confondues. Je pense qu'on serait une 60aine si tout le monde venait dans un château, dans une villa, j'en sais rien. Et où on vient vivre 2 jours. Et je n'ai aucune idée de ce que pourrait être le programme, mais certainement pas que de masterclass business, ça c'est évident. Où on vient finalement être là pour le plaisir d'être dans le partage et peut-être pas d'être à nouveau dans une quête de performance, dans une quête de mais qu'est-ce qu'elles vont penser si je m'habille comme ça, et puis là je vais devoir dire les choses où on se fiche la paix en fait. Peut-être que ce serait ça, le slogan. 2 jours où tu viens kiffer, te foutre la paix. J'en rêverais. Alors, mais évidemment, la réalité me rattrape et c'est en ça que je te dis que c'est pas évident, c'est que pour ça, le présentiel, si tu en as déjà fait, ça demande de la trésor, ça demande de l'investissement, ça demande même parfois une équipe. En tout cas, ça dépend de la taille de ton événement, mais là, en l'occurrence, ça me demanderait d'être accompagnée. Et je me dis, mais Charine, tu n'as pas cette possibilité-là. Et donc, comment tu fais pour finalement... Et j'en parle avec mon conjoint très ouvertement, il me dit, lui, quelqu'un de très pragmatique, là, pour l'instant, tu engranges de l'argent, quitte à accepter des offres, des accompagnements où ça te surexe pas forcément de ouf, mais le but, c'est que tu viens alimenter ta vision long terme et ensuite, tu viens kiffer. J'aimerais,
mais je crois que j'ai besoin de plaisir en fait. Et j'ai l'impression vraiment d'être cet artiste saltimbanque qui refuse les codes de la société quand je dis ça, mais au fond, je crois que j'ai besoin que le kiff soit là dès maintenant, quitte à plus galérer. Peut-être ce projet ne voit pas le jour l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans, parce que j'aurais mis plus de temps à regrouper l'argent nécessaire. Mais j'ai besoin d'être dans ce kiff-là dès le début. J'arrive pas, en fait, j'arrive plus à faire semblant. J'arrive plus à me dire, allez, c'est qu'une étape, ça va durer 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Prends sur toi. Et je crois que je veux plus. Enfin, c'est pas tant que j'arrive plus, c'est que je n'en ai plus envie. C'est que je n'en ai plus envie et donc c'est aussi ça qui vient alimenter parce que j'aurais très bien pu continuer de communiquer. Là, ça marche très bien, mon activité, je suis contente. C'est en train de prendre un bel essor et de me dire, bah, vas-y, tu surfes dessus, tu continues. Mais tu peux pas lutter quand intérieurement, il y a un truc qui est pas complètement aligné, quand tu sens que... Enfin, c'est tout sauf ce que je prône, quoi. Je prône l'incarnation et pour être incarné, pour s'incarner, il y a besoin, en fait, d'être parfaitement aligné avec ses ressentis et bah ouais, du coup j'accepte le revers de la médaille, c'est cette vie d'incertitude, de doute et de pivot et de retour en arrière et de bold move et j'accepte que ces deux parts-là se confrontent, j'accepte que ça m'immobilise pendant un temps. D'ailleurs, une autre cliente du club partageait à Julia qui nous écrivait ce matin à quel point être entre deux situations nous coûte bien plus que d'en acter une qui nous fait peur et de run cette nouvelle direction. Et elle a raison, le coût de l'inaction, alors c'est pas tant de l'inaction parce qu'en soi je continuais d'agir, mais le coût de cette surréflexion intellectuelle, il est énorme. Il est énorme parce que, au fond, j'ai commencé par te dire dans cet épisode que j'avais pas toutes les réponses. Je les ai, les réponses. Je les ai, ce serait... Là, j'essaye de duper qui, là J'essaye de duper qui moi-même. Je les ai, les réponses. Mais, voilà, déjà, tu entends. C'est un coaching en direct entre moi et moi, mais comme ça, tu entends vraiment mes deux voix qui s'affrontent. J'ai les réponses. Il ne tient qu'à moi de créer un premier réel avec un poème, de reprendre ma communication, de créer une newsletter où je raconte ma vie, tout sauf du business. Et puis, je l'ai déjà fait une fois comme ça de temps à autre. Mais de le pérenniser. En fait, j'ai eu ces bold moves où je me suis autorisée en one shot ou 1 à 2 fois, puis après j'ai disparu en mode « Ah, je l'ai fait, mais vas-y, retourne en arrière. » Et c'est normal. C'est normal. Et d'un point de vue neurologique, ça s'explique d'ailleurs. On est câblé pour rester dans l'identité dans laquelle on a toujours grandi. Et tous ces changements identitaires nécessitent un niveau de neuroplasticité qui est énorme à l'idée de faire comprendre à notre cerveau et notamment notre amygdale que ok, c'est ok. Je peux sortir du rang. Je peux faire différent de tout ce que j'ai toujours fait. Je peux faire différent de ce qu'on voit. Et c'est sécure. Et t'as plus besoin de me protéger comme dans l'ère préhistorique où mon cerveau primitif me protégeait de ne pas être rejeté des autres parce que c'était synonyme de mort. Les études neuroscientifiques le montrent. On ressent une douleur physique semblable quand on est rejeté d'un groupe social que quand vraiment on se fait mal. Quand j'ai lu cette étude, ça me... Donc, je comprends ce qui se passe. Et je sens que je suis entre deux mondes. Je sens que je suis comme dans une sorte de... Tu vois, je suis sur un pont. Je suis sur un pont où ma version actuelle, elle est vraiment juste derrière. Et celle à laquelle j'aspire, elle est un peu plus loin devant. Et chaque petit pas, je me retourne et je me dis, ok, c'est ce petit pas-là. Puis parfois, je refais des petits pas en arrière. Et j'accepte ces petits pas en arrière, ça fait partie du processus, parce que courir sur ce pont et rejoindre la berge d'en face, je sais que ça ne durera pas. Donc je sais que ça prend du temps, je sais que j'ai déjà de la gratitude pour cet épisode de podcast, pour tous ces petits pas que j'ai déjà faits. J'en ai déjà. Mais je sens que là, j'ai besoin de plus. Et voilà, t'enregistrer ça à voix haute me fait réaliser que j'ai toutes les cartes en main. J'ai toutes les cartes en main et il ne tient qu'à moi d'accepter que ce que je choisis de faire, ça n'est pas nécessairement ce que je sais faire, mais plutôt ce que j'aime faire. Elle est là, je crois, la conclusion. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure
cet épisode a été compréhensible et t'a aidé. Je l'ai fait presque de façon thérapeutique, je pense. Le fait de mettre des mots, d'être à voix haute dans une sorte de monologue où je confronte mes idées, où je ressens ce qui se passe quand je te parle, m'aide à y voir plus clair déjà. Écoute, j'ai envie de te laisser de là-dessus. Et puis, je sais pas du tout d'ailleurs dans quelle mesure je vais reprendre ce podcast de façon récurrente avec la grossesse qui arrive. Et c'est ça aussi, je crois, qui me fait peur, c'est que j'ai du mal à acter des choses alors que je suis dans une phase où je sais que je vais devoir ralentir. Et puis en même temps, j'ai une part de moi qui a envie de se dire, bah, ouais, mais il n'y a pas de bon moment. T'es la première à le dire, il n'y a que des moments. Et est-ce que tu en fais ? Donc à méditer, pour toi comme pour moi. Je t'embrasse. Kenavo.